quand on prend le thème général qui nous réunit aujourd'hui, stratégie de communication identitaire entre continuité et rupture, eh bien, je pose une question toute simple. L'identité de l'entreprise est-elle soluble dans son amnésie? Et on est là de plein pied dans le thème de la mémoire. Par rapport à ce qui a été dit, j'ai souvent un peu de mal à ressentir l'opposition qui est faite entre le passé, le présent et l'avenir. J'ai perdu 15 minutes ou peut-être même 3/4 d'heure de mémoire dans ma vie dans un accident de voiture. J'ai vécu 3/4 d'heure terribles, ne sachant plus d'où je venais, je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus où j'étais et je ne savais plus où j'allais. Et puis Dieu merci, ça s'est dissipé. Mais c'est terrible. C'est un peu la définition de l'amnésie. Dans l'amnésie, il n'y a pas d'avenir. Quand j'ai eu la chance de diriger avec Emmanuel Leroy-Ladurie le développement culturel à la Bibliothèque nationale, l'ancienne rue de Richelieu, nous avions donné à cet établissement une devise. Bibliothèque nationale, la mémoire de l'avenir. Sachant que l'avenir n'est fait que de cette épaisseur du temps dont on parle. Alors le problème aujourd'hui, c'est que la maladie d'Alzheimer, dont on dit qu'elle est la maladie du 21e siècle, elle ne menace peut-être pas seulement les individus. Elle menace aussi les organisations, les entreprises, les cultures et les civilisations. Et c'est le grand enjeu. On est dans un contexte très particulier de globalisation, de mondialisation, de nouveau capitalisme. Nous avons changé de monde, en fait. Les grandes entreprises ont changé de propriétaire. Selon certaines estimations, ce sont des fonds de pension qui détiendraient 40% du capital des sociétés qui constituent le CAC 40 à la Bourse de Paris. Ça veut dire évidemment que pour certains nouveaux propriétaires des entreprises, le passé n'a pas grande importance, l'histoire non plus, les valeurs non plus. Il peut arriver que l'entreprise soit instrumentalisée comme un outil de rendement à court terme. Et on voit parfois basculer certains des cadres de l'entreprise dans l'ère du cynisme, de l'opportunisme et du mercenariat. Et on peut se demander dans certaines entreprises si la notion d'esprit d'entreprise a une réalité. C'est très intéressant de voir l'évolution d'entreprises comme le groupe La Poste, par exemple, qui en peu de temps, en quelques décennies, sera passé de l'état d'une administration à celui d'un groupe qui est aujourd'hui une ESA, certes avec un actionnariat essentiel de l'État, mais enfin, sacrée métamorphose par strates successives. Et vous savez que chez tous les gens qui sont en charge de missions de service public, les enseignants, le corps médical ou soignants, les policiers, les militaires, mais aussi les gens de France Télécom ou de la Poste, tous les gens qui ont été en charge de l'intérêt général aujourd'hui ne vont pas très bien. Ils traversent ce qu'on pourrait appeler galamment des crises de transition. Or, dans ces crises de transition, il y a de grands moments d'amnésie volontaire. Parce que quand on parle de communication, il faudrait citer le pire maître et le pire ennemi de tout directeur de la communication, c'est Goebbels. Et il faut citer le mot de propagande. On a souvent tendance à réécrire l'histoire. Moi, ma grande découverte avec Parole de Poilu, ça a été de voir à quel point, et au bout d'un siècle, on commence à voir clair, à quel point la Grande Guerre a été une période de l'histoire incroyablement instrumentalisée. Mais là, on a eu quelque chose d'étonnant. Cette guerre a été précédée d'une révolution. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, grâce à l'école de Jules Ferry, qui a achevé le travail commencé par l'Église, ont définitivement appris à lire et à écrire. Et ça a changé beaucoup de choses. Pour la première fois, le peuple français était capable d'écrire lui-même son histoire dans ses lettres, dans ses journaux, dans ses carnets de tranchées. Et ce qui m'a surpris, il y a 20 ans, quand j'ai lancé l'opération Parole de Poilu, avec un livre maintenant qui est dans tous les programmes scolaires, c'est de voir à quel point cette histoire racontée par nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, n'avait pas grand rapport avec celle dont nous avons fait l'apprentissage sur les bancs de l'école, tant il est vrai que cette histoire a été instrumentalisée. Regardez, on vient de vivre récemment les commémorations de Verdun, celle de la Somme, et on a tué beaucoup moins de gens à Verdun qu'on en a tué en 3 mois. Verdun a duré 10 mois dans la Somme, ou qu'on en a tué avant Verdun dans la guerre de mouvement, avec des batailles dont vous n'avez jamais entendu parler, comme Morange, par exemple. Ça veut dire que l'histoire était instrumentalisée. Verdun, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et qui sert d'écran par rapport au passé et par rapport à ce qui a suivi, par rapport à l'incompétence des généraux au début de la guerre, par rapport à ce qui a suivi. Alors, les grandes entreprises ont une prédisposition psychologique et structurelle à l'amnésie.
D'abord, elles souffrent souvent de surpoids, avec des structures lourdes et pyramidales. Nous avons donné à nos entreprises des structures fossiles. Normalement, la structure de la vie, elle est polycellulaire. Or, ces structures pyramidales ne correspondent qu'à un seul modèle dans la nature, c'est celui des cristaux, des charbons. Ce sont des structures fossiles. Nous avons donné à nos organisations, pas seulement les entreprises, des structures fossiles. C'est assez étonnant. Donc ces structures sont lourdes, pyramidales, cloisonnées. Il y a souvent une hypertension due au fait qu'il y a une confusion, il y a une prédominance de la hiérarchie des grades sur la hiérarchie des compétences, ce qu'une start-up ne peut pas se permettre. D'abord, il n'y a pas d'armée mexicaine dans les start-up en général. Il y a des rivalités internes. Le groupe La Poste, dans sa transformation, a fait, il n'y a pas si longtemps, de l'outil numérique une branche. Moyennant quoi, aujourd'hui, vous avez un produit qui s'appelle la lettre recommandée. Elle existe sous deux formes, papier, électronique. Le produit électronique est génial, car il peut attester le contenu d'une enveloppe. Rien n'empêche un escroc d'envoyer une enveloppe papier recommandée vide. Il vous dit, il a son récépissé, je vous ai envoyé une lettre recommandée. Mais il n'y avait rien dans l'enveloppe. C'est impossible avec la lettre électronique. Donc c'est un produit fabuleux. Les deux produits sont en rivalité. L'un dépend de la branche courrier, l'autre de la branche numérique. Et quand on voit pourquoi ils sont en rivalité, ce sont des rivalités de fief et de chiffre d'affaires. C'est rien d'autre. La lettre recommandée électronique a été bridée à 30 feuillets recto verso. Ce qui est absurde. N'importe quel notaire, n'importe quel huissier, n'importe quel thésard a très très vite à envoyer des manuscrits qui dépassent 30 feuillets recto verso. J'ai évoqué l'aliénation, les changements de propriétaires. Il y a aussi souvent un déni dans les entreprises, un déni de la dégradation. Il y a des choses qui se dégradent parfois. On dit que les entreprises sont mortelles, mais parfois, avant de mourir, elles sont comme nous tous, elles dégénèrent. Alors là, il faudrait le reconnaître quand ça arrive, parce que les salariés ressentent très mal, eux qui incarnent la mémoire justement dans l'entreprise, que l'histoire soit réécrite, transformée en propagande, et qu'on soit dans le déni de dégradation. Bref, ces entreprises ont de plus en plus de risques d'AVC, d'accidents vasculaires cérébraux, qui ne menacent pas que les individus. Alors j'ai évoqué tout à l'heure les structures fossiles et médiévales, centralisées, pyramidales, lourdes, cloisonnées, amnésiantes, désynchronisantes. Les start-up, évidemment, ont des problèmes très différents. D'abord parce qu'elles sont toutes neuves, toutes fraîches. Leur grand problème, c'est forte est leur intensité, problématique est leur pérennité. Enfin, c'est tout à fait intéressant. En fait, il y a un problème fondamental dans l'entreprise qui est, pour reprendre la chanson vous le dit, on nous fait croire qu'être full sentimental, on nous fait croire qu'être c'est avoir. Quelle est la place de l'homme dans l'entreprise? Il y a 4 acteurs dans cette entreprise. Les propriétaires, on en a parlé tout à l'heure, les actionnaires, les collaborateurs, les clients. Eh bien, le problème, c'est que si le capital des entreprises est à la fois financier, technique, si leurs actifs sont à la fois matériels et comptables, il réside aussi, et peut-être surtout, dans leurs ressources humaines et dans leur mémoire. Le capital ne se situe pas seulement sur le terrain de l'avoir, mais aussi, d'abord et avant tout, sur celui de l'être. Les entreprises sont peut-être comme l'Europe. Elles ne peuvent se satisfaire de projets purement économiques et financiers. On ne peut pas vivre que de publicité et de réfrigérateurs, disait Saint-Exupéry. Elles ont besoin, ces entreprises, comme l'Europe, pour exister, pour perdurer, pour se développer, pour s'épanouir, de projets politiques et humanistes. L'alternative, eh bien, c'est l'alternative entre une structure fossile, gouvernée par la défiance, et une structure vivante, gouvernée par la confiance. Le groupe La Poste, que je connais bien, puisque je travaille dans sa fondation d'entreprise aujourd'hui, dont l'objet social est de promouvoir la lettre et l'écrit comme facteur de cohésion sociale, eh bien, elle est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, son argument essentiel vis-à-vis de sa clientèle, c'est la confiance. Car elle fait partie, quand on prend sa banque postale, des rares réseaux bancaires qui n'est pas roulé dans la farine ses clients et roulé dans la farine leur placement de père de famille en les situant en placement toxique lors des subprimes. Les mauvaises langues disent que c'est parce qu'elle n'a pas eu le temps de le faire, mais ce sont des mauvaises langues. Le problème, c'est qu'actuellement, dans la crise de transition qu'elle vit, qui rendra le plan social inévitable, comme dans la plupart des grosses entreprises de services publics, je pense à Radio France, je pense à France Télévisions, quelle qu'en soit la forme,
Le dégraissage est en route et il continuera, heureusement ou malheureusement. C'est comme ça, c'est un fait. Et là, certains employés, certains membres du personnel ont parfois le sentiment paradoxal d'être gouvernés sur l'argument de la confiance quand on pense aux clients, au marché, mais d'être gouvernés par le biais de la défiance quand ils pensent à leur quotidien, c'est-à-dire passivité, infantilisation, inertie, par opposition à proactivité, initiative, dynamisme et responsabilité. Les mémoires d'une entreprise sont très diverses. Mémoire de son identité, de ses valeurs, de ses métiers, de sa recherche et développement, de sa prospective, mémoire commerciale, mémoire comptable, mémoire organisationnelle, mémoire sociale. Il y a plein de choses à transmettre et la mémoire n'est pas univoque. Alors, parmi les antidotes que l'on peut trouver contre l'amnésie, il y a la force de l'écrit. Sur ce plan-là, on file parfois un mauvais coton. Il y a quelques années, 45 États des États-Unis d'Amérique ont décidé d'arrêter purement et simplement l'apprentissage de l'écriture manuscrite cursive dans les écoles et dans le système éducatif. Et la Finlande a enchaîné, il y a 2 ans, pour faire la même chose. C'est une aberration totale. Je vous rappelle que l'homme a mis 5 millions d'années pour apprendre à écrire, moins de 5000 ans pour faire évoluer les supports de l'écrit, et moins de 50 ans pour faire converger le papier et l'écran. Je fais partie de ceux qui pensent que nous ne faisons que vivre les prolégomènes de ce qui va être une fabuleuse synergie entre le papier et le pixel. Ça ne sera pas l'un sans l'autre. Ce sera fromage et dessert. Parfois, il y a des gens qui ont beaucoup de câblottes à fourguer et qui cherchent à vous dire que le papier va mourir tous les jours pour le lendemain, ou à l'inverse, que ce sera le triomphe des mâcheurs de papier et que le numérique sera éphémère. Alors, il y a un concept qui m'intéresse beaucoup, c'est celui de l'amnésie digitale et de l'illettrisme digital. Des études récentes ont prouvé qu'il y a de plus en plus de cadres supérieurs et dirigeants dans les entreprises qui n'osent plus écrire. Car ils sont comme les illettrés au sens traditionnel du mot, ils révèlent leurs lacunes. Ça, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Alors, ce que le mail, le courriel, le SMS nous permet, la vraie lettre, le véritable écrit le permet moins. Quand on maîtrise mal l'écrit, on maîtrise mal l'oral. Et tôt ou tard, pour un cadre dirigeant, c'est très gênant parce qu'on a moins de charisme. Et votre agence ne peut pas tout faire. Elle peut écrire vos discours, mais elle ne peut pas penser à votre place. L'amnésie digitale, c'est le fait que l'homme libéré n'est pas toujours un homme augmenté, c'est parfois un homme bridé. Je vous rappelle que l'audiovisuel pur, le virtuel pur, ne fait appel qu'à 2 sens, alors que d'autres moyens de communication, comme par exemple le papier, le courrier traditionnel, la lettre que vous recevez et qui peut transmettre le parfum de son expéditrice, en ce qui me concerne, eh bien, elle fait appel aux 5 sens. Vous connaissez le problème de l'anesthésie de la mémoire, on en a parlé déjà, dans la mesure où elle est très souvent instrumentalisée pour des besoins de propagande. Le phénomène smartphone, qui fait qu'un tiers des Français n'ont plus aucune idée des numéros de téléphone de leurs relations, parce que le smartphone est un outil merveilleux, mais d'une certaine façon, il fait que nous ne mémorisons plus grand-chose. L'effacement par accumulation, qui est le grand problème du web, qui est à la fois la chose la plus sensationnelle qu'on ait jamais créée depuis 40 ans, mais qui en même temps est une gigantesque poubelle. L'effacement mécanique, vous savez qu'énormément de logiciels ne sont plus lisibles parce que personne n'a gardé les protocoles de ces logiciels. Donc, quand leur créateur meurt, quand on veut les redémonter, rentrer dedans, on n'y arrive plus. Et puis souvent, ce sont les matériels qui ne sont plus compatibles. Un dépôt légal du logiciel devrait conserver toutes les strates du matériel qui a servi à lire les programmes. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, il y a toute une mémoire qui disparaît. Il y a aussi l'amnésie médiatique, le culte de l'instant, le culte de l'éphémère. Bon, vous voyez tous les drames qui bouleversent tous les jours vos écrans et vos chaînes d'information. D'après la FAO, un enfant meurt de faim toutes les 6 secondes dans le monde. Ça représente plus de 5 millions d'enfants morts chaque année. Bon, mais ça passe totalement inaperçu, ça passe dans l'épaisseur. Il y a donc un danger d'amnésie médiatique, de désincarnation, de virtualisation d'un certain nombre de choses qui donnent de l'épaisseur à la communication et qui donnent du sens à la communication. Donc, si on résume tout ça, il y a un beau champ d'expérience, d'observation, c'est quand les entreprises changent de nom. Je vous invite à vous plonger dans l'histoire du ministère de l'Instruction publique, qui est devenu un jour le ministère de l'Éducation nationale, le Crédit Lyonnais, qui petit à petit est devenu LCL, France Télécom, qui est devenu Orange, ou encore Gaz de France, qui par réputation successive est devenu aujourd'hui Engie. C'est tout à fait intéressant de voir ce qui se passe dans ces cas-là, et c'est intéressant de voir quels soins
ces entreprises prennent ou ne prennent pas de leur mémoire, suivant que cette mémoire et cette histoire les arrangent ou les indisposent. Voilà, donc le grand enjeu de tout ça, pour conclure, c'est que quand Saint-Exupéry a écrit ses merveilles, il y a 70 ans, il y avait 2 milliards d'individus sur Terre. Dans 10-20 ans, nous serons 8 milliards. Tout ça aura quadruplé en 80 ans. Il y a de quoi donner un petit peu le vertige. Il faut relire l'œuvre de Saint-Exupéry parce qu'il y a dans son œuvre une dimension que les gens n'ont pas beaucoup pensé à analyser, c'est la dimension écologique. Mais c'est une écologie qui n'a rien à voir avec celle qui nous berce et qui parfois nous endort aujourd'hui. L'écologie a été importée en France, et ça sera ma conclusion, par les géographes de l'école des annales de géographie, des gens comme Vidal de Lablache. Ils n'étaient pas rancuniers, ils ont importé ce concept de Prusse, alors qu'on venait de prendre une gigantesque claque en 1870. C'était quoi? C'était la science des conditions d'existence. Chez Saint-Exupéry, comme chez les écologistes du début, il y a une écologie de la verte nature, de l'appel du brin d'herbe, de la forêt, mais il y a aussi une écologie, pas seulement de la faune et de la flore, il y a une écologie du temps, il y a une écologie de l'argent, il y a une écologie des relations sociales. Et si on en vient au sujet qui nous intéresse, quand on parle du temps, du long terme, eh bien, il est indispensable de développer à cet égard une écologie de l'entreprise et donc une écologie de la mémoire.